C'en est fini des infrastructures du Segelklubsar à l'étang de Rémerin-les-Putlanges. La commune a procédé à la démolition du ponton, du mât et d'un petit local. Le club franco-allemand de voile espérait obtenir un sursis suite à son recours auprès de la cour administrative d'appel de Nancy. Des arbustes pour la biodiversité, la ville de Sarralbe s'est lancée dans un projet éco-citoyen en partenariat avec l'association La Grange au Paysage. Une vingtaine de citoyens ont participé à la plantation d'une haie champêtre. En mars seront plantés des arbres fruitiers. Procès fictif en préparation au lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Pour mettre en pratique leur cours de droit, les étudiants en BTS Commerce International et les élèves de terminale qui suivent l'option droit vont incarner les protagonistes d'un procès. Avant cela, il faut d'abord parfaire son aisance à l'oral. Carmen revisité par la compagnie François Mauduit, cela donne un ballet sur l'émancipation des femmes. Le spectacle, programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, a fait salle comble à l'hôtel de ville. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, il sera aussi question de transfrontalier avec l'invité du jour, Marc Zingrave, premier vice-président de l'Eurodistrict, fera le point sur les avancées, notamment en matière de santé, de justice et de mobilité douce. Et en fin d'émission, vous ferez la connaissance du champion de France de la pizza napolitaine. Samuel Stella, pizzaiolo de la Scampia à Faré-Bersviller, a remporté le titre avec son associé Massimo Grancy. Après le concours national à Toulouse, il se prépare à représenter la France au concours mondial à Las Vegas. On commence avec l'actu et la rupture consommée entre le Segelklubsar et la commune de Rémerin-les-Putlanges. Le club de voile franco-allemand, qui existe depuis 1966, a été obligé de stopper toute activité nautique en 2020 suite à un arrêté de la municipalité. La commune n'avait plus les moyens d'assurer de bonnes conditions sanitaires de l'étang des Marais. Le tribunal administratif de Strasbourg a tranché concernant les installations du club sur la berge. Le club a eu ordre de les enlever. Le délai a été dépassé et la commune s'en est chargée. Explication dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Plus aucune installation du Segelklubsar ne se trouve sur la berge de l'étang des Marais à Rémerin-les-Putlanges. Le ponton, le mât et le petit local ont été démolis, mais pour quelle raison ? Le club de voile franco-allemand a manifesté une dernière fois fin novembre contre un arrêté de la commune pris en 2020. Cet arrêté interdit toute activité nautique sur l'étang, la commune n'ayant pas les moyens de maintenir des bonnes conditions de baignade pour la santé des personnes. Le club a essayé de trouver un accord avec la municipalité, mais sans succès. Le club a saisi plusieurs fois le tribunal administratif de Strasbourg. Le recours contre cet arrêté avait été rejeté par le tribunal le 14 juin 2022. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur le fait que les installations près de la berge se trouvaient sur le domaine public et que le club n'a plus aucun titre pour occuper cet espace. Le Segelklubsar bénéficie d'une autorisation d'occupation par convention d'une durée de 3 ans, du 15 avril 2019 au 31 décembre 2021, qui n'a pas été renouvelée. La commune avait demandé à libérer les lieux. Le Segelklubsar a décidé de garder ses installations. Le club franco-allemand, suite à la décision du tribunal, avait donc un délai d'1 mois à partir du 6 décembre 2023 pour libérer les lieux et remettre en état les berges. Une décision assortie d'une pénalité de 50 € par jour de retard. Le tribunal a autorisé la commune à procéder à l'expulsion à l'expiration de ce délai. Le club a demandé un sursis auprès de la cour administrative d'appel de Nancy par rapport à ce jugement. Il avait un délai d'appel de 8 semaines. C'est le 12 février 2024 que la commune a commencé à démolir les installations. Aujourd'hui, la berge est libérée de toute construction pour de futurs aménagements. Certains ont profité du week-end ensoleillé pour prendre l'air en plein champ près de Sarralbe. Pelle à la main et bottes aux pieds, petits et grands ont retroussé leurs manches pour planter une haie champêtre. Elle comprend une quarantaine d'espèces végétales favorisant le retour de la biodiversité. C'est un projet éco-citoyen organisé par la ville de Sarralbe et l'association environnementale La Grange au Paysage. Reportage de Camille Henriot. D'où la nécessité de les protéger aussi, avec des filets. Après quelques explications sur les bons gestes à savoir sur la plantation, place à la pratique pour cette vingtaine de participants. Chacun y met du sien, même les enfants s'en donnent à cœur joie. Alors laissez-le mettre au sol bien tendu. Sur chaque piquet placé, un arbuste est planté. Au total, 38 espèces différentes vont pousser ici. Des espèces adaptées au terrain choisies pour le projet. Du sureau noir, pas mal de noisetiers, de l'érable champêtre. Et on a mis quelques essences dites nobles,
pour avoir une strate un peu plus haute. Il y a quelques merisiers, donc ça fera peut-être dans 50 ans un bois d'œuvre. Et on a ajouté des essences un peu d'avenir, comme le chêne pubescent, qui on pense sera résistant au changement climatique. C'est une essence du sud, mais qui est testée sur notre région. Donc on en a mis 3 dans cette haie-là. Avant de procéder à la plantation, chaque enfant doit mouliner les ingrédients magiques, soit un tiers de bouse de vache, d'argile et d'eau pour obtenir le pralin. Ce mélange doit favoriser le développement et la repousse des plantations. Une fois poussée, cette haie d'une longueur de 17 mètres jouera un rôle dans la préservation de la biodiversité. Les espèces de biodiversité qu'on va retrouver, c'est les oiseaux typiques de nos haies, hein. La pivèche écorcheur, le bruyant jaune, les mésanges, les fauvettes, les rouges-gorges, les pinsons, etc. Et puis pourquoi pas, qui viendront se percher plus tard, les prédateurs comme le hibou moyen-duc. Donc les oiseaux iront nicher dedans, ils vont utiliser les baies. Et nous ici on pourra utiliser certaines baies, chercher de quelques noisettes, mais pas avant 4 ou 5 ans. Cette journée permettait également de sensibiliser les plus jeunes sur les bienfaits d'une telle action pour l'environnement. Les enfants ont pu enrichir leurs connaissances sur la faune et la flore pendant une petite heure de cours théoriques. C'est la première plantation publique qui se fait maintenant sur Sarralbe. Dans le passé, on a fait des plantations avec les écoles, ça s'est toujours fait, et c'est ce qu'on va continuer également à faire, des plantations avec les écoles. Mais là, on a voulu tester, voir un peu quelle était la réponse du public, quelle était la réponse des habitants par rapport à ces plantations. On aurait aimé être plus nombreux, bien sûr, mais pour un début, c'est déjà pas mal. Prochaine étape prévue en mars avec la plantation d'arbres fruitiers pour fêter l'arrivée du printemps. Après la biodiversité, on s'intéresse au transfrontalier avec l'invité du jour. Le GECT, Groupement européen de coopération territoriale, s'est réuni récemment au château de la Casque à Sarreguemines. Très précisément, il s'agit du GECT Eurodistrict Sarre-Moselle, ou tout simplement Eurodistrict pour les intimes. Il y a une réunion par trimestre, à chaque fois dans une autre ville, des collectivités membres. Alors pour rappel, l'Eurodistrict regroupe 6 collectivités membres, le régional Verband Saarbrücken, la communauté d'agglo Forbach-Porte de France, la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence, la communauté d'agglo Saint-Avold-Synergie, la communauté de communes de Frémin-Merlebach et la communauté de communes du Warnt. Soit un total de près de 600 000 habitants, et on atteint 1 million d'habitants si on compte aussi les 2 membres associés que sont le Saarpfalz-Kreis et la communauté de communes du Pays de Bitche. Un vaste territoire transfrontalier qui correspond à un bassin de vie, mais dans lequel il y a des progrès à faire pour améliorer la vie des citoyens. Alors Marc Zingrave, parmi les axes prioritaires, il y a la santé. L'Eurodistrict Sarre-Moselle va devenir partenaire stratégique du projet de santé PAMINA qui couvre le territoire de Bade-Württemberg et Rhénanie-Palatinat et Alsace. Quel est le but pour notre Eurodistrict ? Tout simplement, il s'agit de multiplier les contacts avec les collectivités qui nous entourent pour qu'on puisse parler d'une seule voix en matière de santé sur les territoires. Ce sont des partenaires demain. L'épreuve du Covid sur les dernières années nous a montré que lorsqu'il se passe quelque chose, il faut avoir un tissu relationnel très important et la frontière n'arrêtant pas les virus, et bien notamment avec le côté allemand. Donc nous sommes en train de nous organiser en ce sens-là. Il y a un gros bémol qui est apparu dans la dernière réunion qui avait lieu au château de la communauté d'agglo de Sarreguemines, c'est que le rapport d'orientation budgétaire a révélé que tous les accords des partenaires financiers de l'interface santé Sarre-Moselle ne sont pas encore assurés. Alors est-ce que ça veut dire que l'Eurodistrict a du mal à convaincre les partenaires financiers de l'importance de cette interface ? Alors en l'occurrence, l'ensemble des partenaires financiers a dit son intérêt pour les projets qui concernent la santé transfrontalière. Il nous reste un certain nombre d'éléments réglés du côté de l'Agence régionale de santé, qui pour l'instant n'a pas fait véritablement le pas en avant qui sera décisif en la matière. Néanmoins, la santé reste un des objectifs absolument centraux et prioritaires de l'Eurodistrict. Nous avançons malgré tout, les travaux continuent, nous sommes en train de nous organiser pour qu'en dépit de ces moments difficiles, eh bien, on puisse avancer parce que les citoyens l'attendent, vous l'avez dit tout à l'heure implicitement, les citoyens attendent une Europe de la proximité et ça commence au niveau d'un Eurodistrict. Nous privilégions ce qui est de l'ordre du quotidien de la proximité de nos habitants. Et je dirais même que très précisément, les citoyens rêvent de pouvoir se faire soigner indifféremment des 2 côtés de la frontière, sans tracasserie administrative. Oui.
en étant remboursés, comme ce à quoi ils peuvent prétendre. Oui. Et ça, finalement, c'est ce que l'Eurodistrict appelle le corridor de santé. Ça reste un rêve ? Alors c'est un beau projet du professeur Heusbeck à l'origine, que nous honorons régulièrement à travers la poursuite de travaux. Un rêve pour l'avis de certains, et même de spécialistes, pas si fou que cela. Un rêve tout à fait réalisable, et nous espérons bien pouvoir mener une opération pilote. Dans la poursuite des accords d'Aix et des différentes conventions qui ont eu lieu, nous aurions droit à de l'expérimentation au niveau de notre Eurodistrict. Eh bien, nous revendiquons aujourd'hui la possibilité d'expérimenter ce projet corridor, sachant que financièrement c'est tout à fait jouable, puisque d'abord tout le monde ne va pas forcément faire appel aux soins transfrontaliers. Il y a déjà la question de la barrière linguistique, et même si en Sarre et de notre côté nous progressons en matière de la connaissance de cette langue du voisin qui est indispensable, cela reste un frein. Donc pour l'instant, nous proposons, dans le cadre du corridor, du projet corridor, de financer les expérimentations nécessaires, les préparations, les préparatifs nécessaires pour pouvoir savoir s'il faut continuer à prospecter en ce sens-là ou pas, mais nous y croyons. Alors tout ça, c'était dans le domaine de la santé. Côté petite enfance, il aura fallu 7 ans de projet et 130 réunions pour donner naissance à la crèche transfrontalière Kita Salut. Au final, ça y est, c'est fait, elle est ouverte, elle accueille les premiers petits bambins. C'est une grande fierté pour l'Eurodistrict ? Oui, alors tout d'abord, il a fallu attendre 7 ans, c'est vrai, alors on a d'autant plus de plaisir, mais pour répondre à une boutade par une autre boutade, il nous aura fallu une dizaine d'années pour commencer à construire l'IFSI, qui pourtant n'est pas fondamentalement appuyé sur des investissements transfrontaliers, et pour qu'on puisse avancer. Donc je crois tout simplement qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, eh bien, l'air du temps fait que les projets avancent doucement, surtout lorsqu'il y a des aides européennes qui sont convoquées pour qu'on puisse avancer. C'est compliqué, mais franchement on est très heureux parce que là c'est véritablement du quotidien proposé en termes de service à notre population, puisque les enfants qui vont se fréquenter seront vraiment à la crèche de l'Europe, à l'école de l'Europe si je puis dire. Alors ça y est, elle tourne, je disais, elle Absolument. accueille les premiers enfants. Ça veut dire que toutes les difficultés ont été surmontées, ou bien est-ce qu'il y a encore des choses à régler au niveau de la crèche ? Écoutez, il y a toujours des questions à régler. Nous avons du côté de Sarreguemines une ville qui nous permet de voir que le bilinguisme, ce sont des efforts en permanence. Question de programme, question de cohabitation, d'approche du rôle parental, d'approche des rôles pédagogiques, des équipes pédagogiques. C'est, comme je le disais, une école de l'Europe non seulement pour les enfants, mais également pour tout l'entourage. C'est-à-dire structurellement pour les équipes pédagogiques, mais c'est aussi l'apprentissage de l'Europe pour les parents. Il y a une bonne nouvelle, c'est côté mobilité douce, loisirs et tourisme même, oui. 60 km de pistes cyclables supplémentaires devraient être réalisées dans le cadre du concours Interreg Intervélo Sarre-Moselle. Alors moi je le dis au conditionnel, mais est-ce que c'est à peu près sûr et ça serait à quelle date ? Alors, je pense que ce sera dans les toutes prochaines années parce qu'un certain nombre de collectivités membres de l'Eurodistrict ont de l'expérience en matière de pistes cyclables. Par exemple, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, qui a réalisé, je le rappelle, sur son sol plus de 200 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, certaines collectivités voudraient en faire autant, et ceci de manière transfrontalière. Alors, il y a un projet ici, entre le côté sarregueminois et Klein-Budersdorf, par exemple. Il y a un projet côté Warnde, également, avec l'Allemagne de connexion de la même manière. Il y a des projets aussi autour et en périphérie de Sarrebruck. Voilà, donc ça, ce sont des actions qu'on pourra entreprendre dès la fin des études, dans les 2-3 années, je pense, qui viennent. C'est clair que là, on tâchera d'être opérationnel le plus rapidement possible. Le même texte, d'ailleurs, contenait un paragraphe qui disait qu'on prendrait aussi en compte les destinations. C'est-à-dire qu'au-delà de simples tronçons, on remarque, par exemple, que si vous venez visiter un musée à Sarreguemines, à un certain moment, vous arrivez en bout de piste cyclable et il vous reste quelques centaines de mètres à faire avec votre vélo, par exemple, pour aller à l'office du tourisme. Ah oui, depuis le chemin de halage pour remonter, c'est pas évident. Mais oui. Donc ça suppose un travail par-delà ou par-dessus les voies routières, quelquefois les escaliers, etc. Donc il y a un vrai travail pour arriver à destination. Donc l'Eurodistrict s'est interrogé à propos de ces destinations touristiques, puisque c'est une des compétences de notre Eurodistrict.
Bon, il va falloir patienter encore au moins 2-3 ans, rien que pour les études, avant de décider les travaux et trouver les financements. Mais nous avons essayé d'être véloces en l'occurrence. Ok. Lors de la dernière assemblée de l'Eurodistrict a aussi été présenté le projet Justice sans frontières. En quoi consiste-t-il et est-ce que les habitants de l'Eurodistrict vont y avoir accès ? Alors oui, évidemment, déjà à travers l'Eurodistrict ou en direct. Il s'agit là d'un organisme qui intervient en matière de conseil juridique, de suivi. Vous savez que la dimension transfrontalière impose aussi une connaissance des lois respectives qui est quelquefois considérable. Plus nous avons de gens qui résident dans le pays voisin, plus nous avons de couples mixtes, franco-allemand, plus nous avons d'enfants qui sont scolarisés dans le pays voisin ou d'enfants qui passent la frontière régulièrement dans des situations quelquefois compliquées, il y a les questions de soins dont on a parlé, tout cela implique le droit et donc la connaissance de spécialistes dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui est travaillé aujourd'hui de manière assidue, notamment ce qui concerne le droit des enfants, qui est très souvent un vecteur de difficulté dans les relations franco-allemandes. Ça c'est une occurrence que nous avons pointée comme étant une priorité, qui occupe d'ailleurs le Conseil parlementaire interrégional, qui a une commission qui intervient sur la question de l'enfance transfrontalière, et ça mérite véritablement un regard très attentif. Et je crois que ces organismes, comme cette dame qui nous a fait une présentation très complexe de son rôle, c'est un conseil dont nous avons besoin. Alors, à vos yeux, quelle est ou quelle devrait être la plus grande priorité de l'Eurodistrict ? Je pense que l'Eurodistrict, dans un premier temps, pour moi, la priorité, c'est véritablement de faire se contacter les populations. Il faut qu'on puisse rencontrer, et que tout le monde puisse rencontrer les gens du pays voisin, à travers le tissu associatif, à travers des projets, à travers l'école, on a vu la crèche par exemple, mais au-delà, la vie culturelle, la vie sportive, et le même ordre du jour, nous proposer également des rendez-vous sportifs, puisque 2024, année du sport, sur la base du contact que nous avons et du réseau que nous avons entre les associations sportives de part et d'autre, un certain nombre d'initiatives auront lieu pour que les gens puissent se rencontrer autour du sport. Donc se rencontrer, pour moi, c'est véritablement la priorité. On attend de voir tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission pour faire le point sur l'Eurodistrict. On va maintenant regarder un reportage pour montrer le passage de la théorie à la pratique. C'est le credo d'enseignants en droit du lycée Jean de Pange. Ils proposent pour la 3e fois à leurs élèves de terminale et à leurs étudiants en BTS de participer à un procès fictif. Avant d'aller le jouer au tribunal, ils se préparent avec des cours de théâtre. Marie-Morgane Pires a assisté à une séance. Vous nous racontez quelque chose. Vous nous racontez une histoire, une anecdote. Si vous êtes en panne d'inspiration, vous racontez ce que vous avez fait depuis ce matin. C'est vraiment une histoire de dernière minute. Le jour avant, il m'a écrit « Est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Prendre la parole en public, ça s'apprend. Ces étudiants en BTS Commerce International ont dans leur cursus des cours de droit. En 2019, le CDAD, le Conseil départemental d'accès au droit, a proposé aux enseignants du lycée Jean de Pange de participer à des procès fictifs en faisant intervenir des jeunes directement au palais de justice. Pour les préparer au mieux, les élèves de terminale qui suivent l'option droit et les étudiants en BTS ont des cours de théâtre pour les aider. Un procès, c'est du théâtre en fait. Et le théâtre, ça apporte plein de choses aux élèves. Ça apporte déjà une autre façon de travailler, la confiance en soi, le mouvement aussi. Ils ne sont pas assis sur une chaise, ils sont en mouvement, ils sont acteurs, ils sont plus responsables. C'est beaucoup plus... ça peut être épanouissant et apporter en fait d'autres compétences à des élèves. Après quelques secondes de réflexion, je me dis que c'est le chat. En cours de droit, ils vont ensuite préparer leur procès, basé sur une véritable affaire et interprété comme une pièce de théâtre. Un complément aux cours théoriques pour comprendre le fonctionnement de la justice, le déroulement d'un procès. Avant de travailler plus spécifiquement sur leur rôle, les élèves et étudiants s'exercent à l'oral, une expérience qui leur sera bénéfique à bien des niveaux. Nous, en commerce international, on est amenés à parler avec beaucoup de personnes, à parler que ce soit avec des potentiels clients, mais aussi à faire, comme tout le monde, des entretiens d'embauche. Et savoir parler, savoir se présenter, c'est quelque chose qui est super important pour ça. Et ça nous aide vraiment là-dessus. C'est des conseils qu'on va pouvoir garder pour plus tard. Donc essayez de regarder tout le monde. Comme on a fait la dernière fois, vous avez dit bonjour, je vous ai dit maintenant tu regardes tout le monde.
Tu traverses tout le monde de gauche à droite. Du 1er avril au 24 mai, 6 procès seront présentés devant l'ensemble des élèves du lycée Jean de Pange. Le 16 avril, un groupe jouera sa reconstitution directement au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Après le théâtre, place à la danse avec un ballet mythique, Carmen. Il a été revisité par la compagnie chorégraphique François Mauduit. La tournée a fait étape sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines, programmée dans le cadre de la saison culturelle. Un bonheur pour les spectateurs. Camille Henriot assistait à la représentation. Rythmés par des musiques classiques et plus modernes de l'opéra, les artistes de la compagnie François Mauduit ont su transporter le public dans l'univers de Carmen. Une femme du 19e siècle qui se dit libre, libre de l'emprise masculine, jusqu'au jour où elle tombe éperdument amoureuse d'un homme. Et la voilà partagée entre soif d'indépendance et amour passionnel, retranscrit dans ses danses sensuelles et ses costumes de couleur rouge vif. Un clin d'œil à un sujet de société, l'émancipation de la femme à travers le regard de François Mauduit. Il s'est détaché de l'œuvre originale de Georges Bizet pour en faire une adaptation plus contemporaine, un spectacle qui a su émerveiller le public de l'Hôtel de Ville qui a applaudi longuement en fin de séance. Dans un instant, on va découvrir la meilleure pizza napolitaine de France. On va juste d'abord regarder les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je n'avais pas envie de vous annoncer qu'on partait sur une énième journée nuageuse, alors j'ai plutôt cherché à savoir quand le beau temps serait de retour et pour ça je me suis tournée vers les dictons et j'en ai trouvé plusieurs. Pour aujourd'hui déjà, le dicton est « Souvent à la Saint-Aimé, la campagne est enneigée ». Et on peut dire qu'on s'en sort bien puisque déjà ce n'est pas le cas. Et pour demain, le dicton est « À la Saint-Damien, l'hiver reprend ou s'éteint ». Et c'est vrai que si on regarde les prévisions pour les 10 prochains jours, j'ai pas l'impression que les températures sont à la hausse. Bon, on va bien finir par trouver quelque chose de plus réjouissant, non ? J'ai trouvé un autre dicton qui dit « Si février est chaud, croyez bien sans défaut que par cette aventure, Pâques aura sa froidure. » Ou encore « Il vaut mieux voir un loup dans le troupeau qu'un mois de février trop beau. » Bon, le seul point positif qu'on peut tirer de tout ça, c'est peut-être que le mauvais temps d'aujourd'hui nous présage du beau temps pour plus tard. En tout cas, pas pour demain. On va devoir composer avec un ciel gris et des averses qui vont se déclarer en toute fin de journée et dans la nuit. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Damiens. Il fera jour de 7h29 à 18h. Et surtout, prenez votre mal en patience. Le mauvais temps ne va pas durer, c'est promis. Passez tous encore une belle journée et à demain. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Votre toit présente des signes de vieillissement ? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un artiste du territoire. Il est originaire de Lemberg, ostéopathe de métier. Il est auteur, compositeur et interprète. Il est venu nous faire découvrir son univers. Il s'appelle Harald. Alors tu te lances le défi d'affronter ton boss. Oui, tu t'élances, tu te plantes, tu te prends des baffes. Mais tous ces coups, tu t'en sers pour soigner tes bosses. Puis tu décampes encore. Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Pour découvrir cette émission en intégralité, retrouvez-nous ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal.
Samuel Stella et Massimo Grassi ont remporté le titre de champion de la pizza napolitaine lors du salon professionnel Smart à Toulouse. Une consécration pour les deux hommes originaires de Faribersviller à la tête du restaurant La Scampia. Ils représenteront la France l'année prochaine à Las Vegas. Arthur Le Golvan a voulu percer le secret de leur réussite. Le champion français de la pizza napolitaine est à Faribersviller. Son titre lui a été décerné le lundi 29 janvier dernier à Lyon. Durant la 5e session, Samuel était face aux 53 autres compétiteurs qualifiés pour cette phase finale. Sur place, les jurys ont laissé le choix aux candidats entre la confection d'une margarita et d'une marinara. La décision fut sans appel pour Samuel. Il a cuisiné une margarita. Lors de cette compétition, chaque geste sont scrutés, aussi bien sur la technique artisanale que sur l'hygiène et évidemment le goût de la pizza. Il a accepté de nous donner la règle fondamentale, selon lui, pour réussir de parfaites pizzas. Tout le secret, il est dans la pâte, dans la tomate, le fromage qu'on choisit. Donc tous les ingrédients que moi j'utilise, c'est essentiellement des ingrédients qui viennent de Naples. Donc déjà la farine, ça vient d'un moulin, c'est du blé 100% italien. Après on a la tomate qui est cultivée au pied du Vésuve. C'est une tomate San Marzano. C'est une des meilleures tomates qu'il y a pour faire la pizza. Et le fromage, c'est une Fior di Latte qui est de la région Campanie, donc de région de Naples. Et qui en fait, c'est de la mozzarella qui est séchée, qui est en filament, quoi, en julienne. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur la pizza, quoi. Il a rejoint la salle lyonnaise avec des ingrédients minutieusement choisis comme à son habitude. Mais il a dû s'adapter à une cuisine qui n'était pas la sienne. Une première crainte pour ce pizzaiolo. Au début j'avais peur parce que si vous voulez, la pierre qu'il y a dedans est tournée. Donc j'avais un peu peur quand je suis arrivé. Je me suis dit que ça allait pas être vraiment traditionnel. Parce que nous on n'a pas une pierre qui tourne, on fait tout à la main. Y compris l'étalage, tout est fait manuellement. Vraiment c'est un travail d'artisan. Et quand j'ai vu le four, j'ai eu peur, mais au final, ils ont juste chauffé la pierre, ils l'ont laissé telle qu'elle, et après, ça s'est bien passé. C'était aussi un four à bois, et comme on a l'habitude de travailler avec le bois, parce que être pizzaiolo, c'est aussi être bûcheron. Faut fendre son bois, il y a beaucoup de préparatifs avant de faire une pizza. Vainqueur du concours français, il a gagné son ticket pour les championnats du monde de pizza napolitaine qui auront lieu à Las Vegas aux États-Unis. Un voyage que Samuel est déjà en train d'organiser. D'abord, il va me falloir des sponsors. Donc la banque est déjà prête à sponsoriser, à financer une partie du voyage. Il y aura aussi le champion du monde 2023, qui est Pasquale Johan Mormil, qui a gagné aussi le championnat du monde en 2023, la pizza napolitaine. Et je pense qu'il m'accompagnera et qu'il va me donner tous les bons filons pour essayer de ramener la coupe à la maison de nouveau. La pizzeria du Scampia travaille dans la pure tradition italienne, mais les artisans savent également se renouveler et proposer des expériences à leurs clients.